Bonjour. 2024 sonne le bicentenaire de la mort de Giraudet. Ça vaut bien une vidéo. On va laisser de côté l'analyse d'œuvres à proprement parler, car elles sont disponibles sur Wikipédia, YouTube ou dans les livres. L'objectif de cette vidéo est plutôt de montrer pourquoi il est important de sortir cet artiste de l'ombre. Au Louvre, on trouve 4 de ses œuvres majeures dans la salle d'Aru. En entrant dans cette salle, donc, on aperçoit en premier l'immense tableau de David. Tout le monde connaît. Ce n'est que lorsqu'on ressort de la salle que soudain on est interloqué par cette immense toile. Peu de visiteurs connaissent l'artiste, pourtant tous s'arrêtent. Quelque chose touche le spectateur d'aujourd'hui comme celui d'hier, et pas seulement le format. Alors avant de voir ce qui nous interpelle dans ses œuvres, penchons-nous sur sa biographie, et croyez-moi, ça vaut le détour. Je vais vous servir un cocktail remarquable, mêlant un personnage d'exception dans une période de notre histoire hors du commun. Si Giraudet est aujourd'hui méconnu du grand public, c'était bien différent de son vivant, à tel point qu'un collègue a publié une sorte de story de ses derniers instants, les adieux à son atelier, au moment où il partait pour subir l'intervention chirurgicale qui lui serait fatale. Lors de ses funérailles, on estime à environ 2000 personnes et personnalités le cortège suivant le corbillard jusqu'au Père-Lachaise. Seul David, s'il était mort en France, aurait bénéficié d'obsèques aussi prestigieuses. Giraudet est né à Montargis. La petite Venise du Gâtinais, comme on surnomme la ville, a également rendu hommage à l'enfant du pays. La vie de Giraudet est tout sauf un long fleuve tranquille, une vie fascinante, ne serait-ce que parce qu'elle traverse l'Ancien Régime, la Révolution française, l'Empire et jusqu'à la Restauration. Une vie qui commence très tôt. Le gamin, à peine âgé de 7 ou 8 ans, est envoyé en pension à la capitale. Heureusement, un ami de la famille installé à Paris va s'occuper de lui. L'enfant reçoit une éducation plurielle. Philosophie, littérature, les sciences, l'histoire, les arts, la théorie comme la pratique. Du sport aussi, danse et escrime. En résumé, un véritable petit homme du siècle des Lumières. Le résultat sera que Giraudet sera probablement l'un des artistes les plus cultivés de son époque. À 17 ans, Giraudet est accepté dans l'atelier de Jacques-Louis David, dont il deviendra l'élève à la fois le plus talentueux, mais aussi le plus rebelle. L'atelier du maître, c'est là où naissent les premières amitiés, mais également les rivalités. Tous les stratagèmes sont bons pour doubler un candidat et remporter le Saint Graal de l'époque, à savoir le prix de Rome. Giraudet se présente en 1786, loupé. En 1787, encore loupé. Il ne lâche rien et se représente encore en 1788 et 89. À sa décharge, il est rarissime de remporter le prix au premier essai. Ensuite, il faut mentionner le décès rapproché de ses parents, dont celui de sa mère en 1787. Et enfin, un autre élève l'a accusé de triche, ce pourquoi il a été recalé. C'est donc au bout de la 4e fois qu'il remporte le prix. 1789 donc, une année pour le moins agitée, tant au niveau national qu'au niveau personnel. Pour Giraudet, c'est le départ pour l'Italie. Notre jeune artiste a soif d'indépendance et surtout de s'affranchir de ce maître prestigieux, vénéré, paternaliste, mais manipulateur et dominant. Grâce à sa correspondance, on est renseigné sur la Révolution française, d'un point de vue inhabituel puisque perçu par nos compatriotes hors de nos frontières. Au début à Rome, rien ne transparaît des événements qui bouleversent la France. Le temps passe avec ses allées et venues de nouveaux pensionnaires. En fait, c'est le calme avant la tempête. L'argent ne vient plus de France. Puis le poste de directeur est purement et simplement supprimé. Cette révolution qui guillotine les souverains et met à mal le clergé ne plaît pas à Rome, où les Français sont de plus en plus mal vus. Et finalement, le peuple romain met à sac le palais de l'Académie. L'assaut est décrit par Giraudet dans une lettre au docteur Triosson. Giraudet s'enfuit pour Naples. Vous vous souvenez de la superbe exposition organisée au Louvre en 2023 ? À la tête de ce royaume se trouve un Bourbon, donc a priori pro-français. Mais la Révolution finit par effrayer le couple royal qui se range dans le clan adverse. Malgré l'insécurité, Giraudet doit rester 13 mois à Naples, cloué au lit par la syphilis qu'il avait contractée auprès des filles de Rome.
maladie aggravée par la tuberculose. Sur le chemin du retour vers la France, Giraudet fera aussi un petit séjour en prison pour avoir porté la cocarde tricolore et possédé des documents jugés compromettants. C'est finalement après 6 ans d'absence que Giraudet rentre à Paris, affaibli par la maladie. Entre-temps, les commanditaires ne sont plus la famille royale ni l'Église. Il faut trouver d'autres marchés. C'est la bourgeoisie qui prend le relais. Une clientèle aisée, exigeante, capricieuse, et parfois ça se passe mal. Et puis c'est l'Empire. La situation des artistes empire, si j'ose dire. Ceux dont Giraudet, qui possédait un atelier au Louvre, sont priés de faire leur bagage, car Napoléon veut que le musée soit entièrement dédié aux œuvres. Les artistes doivent désormais se débrouiller. En ce qui concerne notre homme, il loue puis achète un atelier dans l'ancien couvent des Capucines. Le jour, il recevait ses élèves ou remplissait ses fonctions mondaines, commerciales dirions-nous aujourd'hui. Un brin comédien, notre Giraudet tout de même. Il aimait bien se mettre en scène, spectacle qui avait un grand succès, surtout auprès de la gente féminine parisienne qui pouvait ainsi se targuer d'avoir vu peindre le maître. Ces moments amusants de la vie de Giraudet sont la partie visible de l'iceberg. La partie immergée n'est constituée que de labeur, de recherche, de doute, de reprise, ce qui explique une production au ralenti. C'est la nuit qu'il peignait, grâce à un système d'éclairage qu'il avait inventé. Les amours de Giraudet se situent également dans la partie immergée de l'iceberg. Jamais marié, cet aspect de la vie de notre homme reste le plus mystérieux. En somme, vous voyez que nous avons affaire à un personnage complexe, comme son patronyme, un personnage à la fois public et secret, à 2 facettes, comme son prénom. Si de nos jours Anne a une consonance féminine, avant c'était un prénom non genré. Alors maintenant, voyons ces 4 œuvres exposées au Louvre. C'est avec ce tableau peint pendant son séjour à Rome et intitulé Le sommeil d'Endymion que Giraudet devient célèbre. Il n'est alors âgé que de 25 ans. Comme beaucoup d'histoires de la mythologie gréco-romaine, chaque auteur propose sa version, d'où les nombreuses variantes quant à l'origine d'Endymion et ses aventures. Néanmoins, dans cette légende, il y a 2 éléments immuables. D'abord, tous s'accordent sur l'extraordinaire beauté d'Endymion. Beauté qui lui vaudra un destin très particulier, car justement pour la conserver, il devra dormir éternellement. La seconde constante est que la déesse grecque de la lune, confondue souvent avec la romaine, Diane, est tombée amoureuse de lui, et chaque nuit, elle vient le contempler pendant son sommeil. Comme vous pouvez le voir à travers cette petite sélection, les versions sont rapidement identifiables. Qui dit amour, dit Eros, Cupidon. D'où souvent l'ajout de l'ange, parfois même aussi un chien pour la fidélité. Pour l'Endymion de Giraudet, on évoque aussi Zéphyr, le dieu du vent qui apparaît avec l'étoile du soir, donc avec la lune, ça fait du sens. S'il s'agissait de Cupidon, dans ce cas, ce serait une référence directe à une version faisant état d'un dialogue entre les dieux. Dialogue au cours duquel Aphrodite se serait moquée de Séléné pour son penchant amoureux. Mais ce qui est extrêmement novateur dans la façon de représenter ce mythe, c'est l'absence même de la déesse. Elle est dématérialisée en quelque sorte. Elle n'est plus que lumière. On sait par sa correspondance que c'est avec cette œuvre que Giraudet a décidé de se démarquer de David. Les pensionnaires étaient alors tenus d'envoyer des œuvres pour montrer leur progrès dans leur discipline. Ce tableau est bien plus qu'un exercice, c'est un manifeste. Si David met l'accent sur l'héroïsme et la virilité, ici, Giraudet met en lumière, c'est le cas de le dire, la grâce, la sensibilité et la poésie. Le choix de représenter ce mythe d'Endymion permet aux artistes de montrer leur savoir-faire en matière de nu, tant masculin que féminin. Et depuis la Renaissance, le nu masculin, c'est nécessairement avec les muscles ou les os visibles. L'Endymion de Giraudet est aux antipodes de ce modèle. La mollesse de sa chair, la pose à l'anguille, le ruban dans les cheveux bouclés, c'est typiquement féminin. Alors dans cette légende, la déesse convoite le mortel. Or, habituellement, le prédateur est masculin. L'objet désiré, en l'occurrence l'homme, endosse donc le rôle de la proie, celui normalement dédié à la femme. Les rôles sont inversés. Et donc avec Giraudet, l'enveloppe corporelle qui va avec. Certains voient cette représentation comme une œuvre homosexuelle. C'est ce que nous voyons avec notre regard du XXIe siècle. Aurait-on vu ça au XIXe ? En plus, s'il s'agissait d'une œuvre homosexuelle,
Giraudet aurait pu choisir un sujet plus explicite, comme par exemple Jupiter et Ganymède, ou encore Apollon et Hyacinthe. Rien ne permet d'affirmer que Giraudet ait été homosexuel, et quand bien même, cela n'oblige pas un artiste à se cantonner à un seul registre. Regardez par exemple Courbet, bien qu'hétérosexuel, il a peint ce sommeil. Et au contraire, Rosa Bonheur, courageuse au point de faire son coming out de son vivant, s'est spécialisée dans la représentation d'animaux. Et aussi, il faut prendre en compte le public. Chaque personne, en fonction de ses orientations sexuelles, réelles ou fantasmées d'ailleurs, reçoit l'image différemment. Donc, avec cet homme dans un corps féminisé, et ce corps féminin devenu lumière, on est un peu hors des clous. Au raisonnable du néoclassicisme, Giraudet oppose la représentation de l'immatériel, donc de l'irrationnel. Et pourtant cela était bien reçu. C'est peut-être parce qu'avec ce tableau, Giraudet annonce le changement de goût qui s'opère dans la société, une petite graine qui finira par éclore avec le mouvement romantique. Ce tableau sera paradoxalement l'œuvre phare du changement dans la continuité. Pour Giraudet, au fur et à mesure de sa carrière, elle deviendra un poids, l'œuvre qui colle à la peau, comme un rôle à un acteur, et dont il faudra aussi s'affranchir. Maintenant, passons à Scène de déluge. C'est le titre de ce tableau, vous vous souvenez, celui qui interpelle les visiteurs au Louvre. Pour l'Académie, à première vue, il s'agit d'une scène biblique, donc un tel format est parfaitement justifié. Au grand tableau, les grands sujets, à savoir à l'époque, la religion, la mythologie ou l'histoire. Ça se gâte lorsque Giraudet fait savoir qu'il a choisi ce format uniquement pour impressionner le spectateur. Il insiste sur le titre du tableau et réfute publiquement le sujet biblique du déluge, ou encore son équivalent en mythologie. C'est une scène de genre, un point, c'est tout. Une famille prise dans une catastrophe naturelle, un drame qui pourrait arriver à chacun de nous. Pour échapper à la noyade, un homme agrippé à une branche porte son père sur le dos, et de son autre main, il retient sa femme qui a chuté dans le ravin. Elle-même porte sa fille sur le torse, tandis que son fils s'accroche à elle par ses cheveux et son épaule. Giraudet maîtrise son art. L'expression de ce pauvre homme rend parfaitement son angoisse. Et la tension de ses muscles, l'effort quasi surhumain qu'il doit fournir pour supporter la charge de son père et le poids de sa femme et ses enfants. La dramaturgie de la scène est accentuée par cette gigantesque diagonale. Nous voyons l'homme en contre-plongée, comme si nous étions sur un rocher, ou même dans l'eau, mais vivant, à la différence de cette autre femme déjà noyée. Dans ce tableau, Giraudet décline différentes attitudes humaines face au désespoir, certaines d'une violence inouïe, comme ce père qui, d'une certaine manière, empêche son fils de sauver sa famille. Ce vieillard est d'ailleurs très prévoyant, puisqu'il a tout de même emporté ce qu'il possède, même si a priori c'est inutile. L'espoir, c'est bien ce qui reste jusqu'au dernier moment. En plus du visuel, Giraudet en quelque sorte nous offre la bande-son. On l'entend claquer ce drapé. On l'entend craquer cette branche. D'ailleurs, elle va bientôt céder. Et on imagine la suite, une issue forcément fatale. On pouvait s'y attendre, la réception au salon est catastrophique. Malgré tout, Giraudet se délecte de ce qu'il entend dans le public. Une scène de genre traitée comme le grand genre, c'est tout simplement scandaleux. Et cela plus de 40 ans avant l'enterrement à Ornans. Pourtant, le jury n'a rien à redire sur le travail de composition. Des nus, des drapés, tout est impeccable. Mais pourquoi Giraudet insiste-t-il donc tant pour qu'il s'agisse d'une vulgaire scène de genre ? Parce que pour Giraudet, le beau idéal, c'est insipide, ennuyeux, mièvre. Le déluge, comme déjà Endymion, annonce le changement de goût de la société. Giraudet fréquente Julie, comédienne de métier. Il l'accompagne au théâtre. Et c'est là qu'il entend ce public qui veut à présent du sensationnel. Tout le contraire de la retenue et de l'intellectualisme académique. Au XXIe siècle, nous pourrions voir dans cette représentation une évocation du dérèglement climatique. Une fois de plus, pas sûr qu'un homme du début du XIXe ait pensé ça. Soulignant toutefois que les peintres de l'école Barbizon seront les premiers au milieu du XIXe siècle à déjà alerter sur les dangers de l'industrialisation. Après le déluge,
Le tableau qui suit dans l'ordre chronologique s'intitule « Atala au tombeau ». Le tableau est inspiré d'un roman de Chateaubriand, et devinez qui a fait son portrait. L'histoire se déroule au XVIIe siècle, dans la Nouvelle-France, territoire situé outre-Atlantique qui s'étendait de la Nouvelle-Orléans jusqu'aux Rocheuses. Jacques Tas, un jeune Indien Natchez, est capturé par une tribu ennemie qui décide de l'exécuter. Atala, qui vit dans cette tribu, est la fille naturelle d'un Espagnol et d'une Indienne, convertie au catholicisme. Les jeunes gens tombent amoureux. Elle décide de le sauver et s'enfuit avec lui. En chemin, il rencontre le père Aubry qui va les aider. Atala avait fait une promesse au chevet de sa mère mourante. Mais la situation est telle qu'elle ne pourra plus respecter son vœu de chasteté. Désespérée devant cet amour impossible, elle se donne la mort. Alors, contrairement aux deux œuvres précédentes, ce tableau a été commandé par un certain monsieur Bertin, immortalisé par Ingres. Dans ses lettres, Julie Candale fait savoir qu'elle serait à l'origine de certains détails ajoutés aux premières esquisses pour coller au plus près du roman. Elle mentionne par exemple la croix de la Mission, ou encore des végétaux américains. Et comme il est perfectionniste, Girodet court au jardin des plantes pour peindre des espèces que l'on trouve en Louisiane. C'est encore elle qui nous informe que ce tableau a été réalisé de nuit, grâce à la lampe spéciale qu'un ami avait fabriquée pour Girodet. Les représentations d'Indiens de l'époque sont très caricaturales, voire de vrais clichés. Heureusement, les plus grands artistes, dont Girodet, savent éviter ce genre d'écueil. La littérature de Chateaubriand a beaucoup inspiré les peintres. Je vous laisse regarder quelques-unes des représentations. Alors maintenant, la question qui se pose est de comprendre pourquoi cette version a supplanté toutes les autres. D'abord parce que c'est la plus riche. Girodet synthétise 3 moments du roman. La bêche rappelle le moment où la tombe a été creusée. La veillée funèbre est évoquée par les paroles de Job gravées sur la paroi de la grotte, tandis que le lever de soleil rappelle le moment où a eu lieu l'inhumation. Concernant les expressions des protagonistes, elles sont à l'opposé de ce démonstratif du déluge. Ici, la tristesse est muette, intérieure. Girodet individualise ce moi qui sera le sujet du XXe siècle. Certains ont reproché à Girodet qu'Atala paraisse davantage endormie que morte. David a consenti que l'incarnation d'Atala évoquait bien la mort, mais pas ses mains. C'est aussi ce qui a plu, ce corps inerte qui pourrait se réveiller et réveiller les passions. Une forme de sensualité s'introduit discrètement dans cette scène. Ce mélange d'érotisme et de passions fortes, tellement intenses qu'elles sont intériorisées, auxquelles on ajoute une grosse dose d'amour impossible, c'est plutôt un cocktail au goût romantique. Au salon, c'est un succès considérable, comme celui de l'Endymion 17 ans plus tôt. Et on retrouve encore ici une particularité de Girodet qui consiste à inverser les codes. Comme la peinture de Léonard, celle de Girodet est une peinture intellectuelle. Girodet respecte l'intention de l'écrivain de réconcilier ses compatriotes avec le christianisme. Une scène de genre truffée de symboles religieux. La croix, mais aussi les paroles tirées du livre de Job et gravées sur la paroi de la grotte. Une scène de genre avec une mise en scène et un titre qui fait immédiatement penser à une mise au tombeau du Christ. Sans oublier le blanc du linceul en référence à la pureté de la Vierge. À présent, Pygmalion et Galatée, le 4e et dernier tableau visible dans cette salle d'Aru. Là encore, il s'agit d'une commande, et c'est Julie qui présente Girodet au commanditaire, le comte Somariva. Ce collectionneur ambitionnait de posséder les œuvres des artistes les plus prestigieux de son époque. En France, pour la sculpture, c'est Canova qui est en haut du podium, et pour ce qui concerne la peinture, c'est Girodet. Pour cette commande, le sujet de l'œuvre a été déterminé afin de rendre hommage au sculpteur. Aussi, la statue à peindre aurait dû avoir les traits d'une sculpture réalisée par Canova et collectionnée par Somariva. C'est mal connaître l'esprit indépendant de Girodet, qui va plutôt chercher l'inspiration du côté de la Vénus Médicis ou Capitoline. Ceci dit en passant, au moment où Girodet commence son tableau, les deux sont au Louvre, rapporté par Napoléon. Les statues ne seront rendues à l'Italie qu'en 1815. Maintenant l'histoire.
Elle nous est racontée par Ovide dans ses Métamorphoses. Une histoire bien connue, que l'on résume souvent à sa conclusion. L'artiste Pygmalion a sculpté une statue d'une telle pureté et beauté qu'il en tombe amoureux. Cet amour, a priori impossible entre un être humain et une sculpture, est rendu possible grâce à l'intervention de la déesse Aphrodite qui va insuffler la vie au marbre. Et pour concrétiser ce coup de foudre entre la jeune femme qui vient de naître et l'amoureux transi qui n'en croit pas ses yeux, notre petit farceur est appelé à la rescousse. Girodet met autant d'amour dans sa peinture que Pygmalion dans son art. On pourrait rapprocher cette légende avec la philosophie de Girodet, sauf qu'il ne s'agit pas d'un amour charnel, mais paternel, la conscience de donner naissance à l'art. Un enfantement dans ce cas qui durera 7 ans. Alors pourquoi si longtemps? Est-ce un sujet trop ambitieux, parce qu'il soulève la question philosophique du mystère de la création? Cela a-t-il eu pour conséquence de brider son imagination? Ou tout simplement pas envie? Ça, ce sont des raisons inexpliquées. Mais Girodet en a donné d'autres pour se justifier, notamment la technique. Et là, ça devient très pointu. Comment faire ressortir une statue en marbre blanc sur un fond clair? Autre difficulté, comment rendre la transition de pierre à chair? Côté pratique aussi, Girodet a un agenda très chargé. Les commandes pleuvent, diriger l'atelier, et il écrit aussi. Notre homme est tellement débordé qu'il peint la nuit. Il faut aussi penser au modèle. Dans un atelier, en hiver, la nuit, la pauvre fille se serait transformée en statue à la première séance de pose. Or, on veut justement l'effet inverse. Et voilà, enfin le tableau est prêt pour le salon. Girodet avait imaginé que livrer son œuvre après l'ouverture du salon augmenterait la curiosité. Cette stratégie a été un flop total. Finalement, lorsqu'on a découvert la toile, les gens en attendaient tellement qu'ils ont été déçus. Sans parler qu'un autre artiste a fait le buzz, Géricault, avec un tableau choc. Finalement, ce Pygmalion sera une sorte de chant du cygne. Girodet est rattaché au néoclassicisme. Pourtant, il aura passé sa vie à essayer de quitter cette rive. S'il n'a pas officiellement atteint la rive opposée, celle que l'on appellera plus tard romantique, c'est néanmoins lui qui a construit le pont pour y arriver. Rappelons aussi que cette période est pour le moins mouvementée dans notre histoire. Il faut s'adapter à chaque changement de régime. Les artistes ont conscience du poids de la politique dans l'avancement de leur carrière. Et même si on est en désaccord avec le régime en place, on garde ses idées pour soi ou ses proches amis. Malgré cela, Girodet veut préserver son indépendance en matière artistique, ce que prouve par exemple le Déluge, une commande qu'il s'est faite à lui-même, mais aussi cette œuvre. En 1801, à propos de ce tableau, la critique artistique utilise le mot original pour la première fois dans un sens positif. Ce vocabulaire évoluera au XXe siècle, où l'on parlera alors de génie. Et cela commence avec l'Ossian de Girodet, qui est parfaitement conscient de son originalité, et même il la théorise. Et pour terminer cette vidéo, si vous tapez Girodet sur Word, vous constaterez que le mot est souligné, comme si vous aviez fait une faute. Si à force de partager cette vidéo, elle finissait par arriver sur l'écran d'une des personnes en charge du correcteur d'orthographe, et que cette personne puisse rectifier cette erreur, alors cet hommage à Girodet serait une réussite. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.